La péréquation, ça existe depuis le début du Canada. C'est dans la Constitution. Le Québec a droit à la péréquation. Mon objectif, c'est éventuellement de créer assez de richesses au Québec pour qu'on n'en ait plus besoin. Mais Moi, je pense que pour le bien de la planète, il faut être ouvert à cette possibilité-là. Entre autres, qu'il y ait du gaz naturel liquéfié qui soit une énergie de transition qui remplace en Europe et en Asie des centrales au charbon. Le Canada traverse plusieurs crises et les frustrations au sein de la population ne cessent de croître. Ces tensions ont en partie conduit à l'annonce de Justin Trudeau de démissionner de son poste de chef du Parti libéral du Canada. Bien qu'il demeure le premier ministre, Trudeau a également prorogé le Parlement jusqu'à la fin mars pour permettre la tenue d'une course à la chefferie afin de désigner un nouveau chef libéral. Malgré cette annonce majeure, le mécontentement persiste à travers le pays, notamment concernant certaines politiques et programmes comme la péréquation. La semaine dernière, nous apprenions qu'une somme de 26,2 milliards de dollars sera versée en péréquation, dont 13,6 milliards iront à la province de Québec. Cette annonce a provoqué un tollé, particulièrement dans les provinces de l'Ouest qui ne recevront aucune part de ces fonds. François Legault, qui avait promis en 2018 de briser la dépendance du Québec à la péréquation en favorisant l'augmentation et le développement des richesses de la province, semble avoir abandonné cet engagement, notamment en interdisant l'exploitation de certaines ressources naturelles. La péréquation, ça existe depuis le début du Canada. C'est dans la Constitution. Le Québec a droit à la péréquation. Mon objectif, c'est éventuellement de créer assez de richesses au Québec pour qu'on n'en ait plus besoin, mais ça peut prendre une vingtaine d'années avant d'y arriver. L'argent qui a été investi par le fédéral, que ce soit pour l'automobile en Ontario, que ce soit pour le pétrole dans l'Ouest. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Bien, le message, c'est qu'on a droit à court terme à la péréquation. Il n'est pas question qu'on ajuste, qu'on change le modèle de la péréquation. Par contre, il est question au Québec qu'enfin, il y ait un gouvernement qui soit ambitieux pour créer de la richesse puis pour éliminer cet écart de richesse du Québec avec le reste du Canada. Renaud Brassard, vice-président des communications à l'Institut économique de Montréal, souligne que la péréquation ne favorise pas à long terme les provinces comme le Québec qui reçoivent une partie importante de ces fonds. Aujourd'hui, je reçois M. Brassard pour discuter et démystifier les enjeux entourant la péréquation au Canada. Donc, Renaud Brassard, vous êtes vice-président des communications à l'IEDM, donc l'Institut économique de Montréal. Donc, on a reçu une nouvelle récemment, 26,2 milliards de dollars en péréquation. On voit beaucoup de frustration monter de la part des provinces de l'Ouest. Vous avez fait vos commentaires dans des articles comme le National Post. J'aimerais que vous entendiez sur, bon, premièrement, qu'est-ce que la péréquation et pourquoi il y a autant d'inégalités? En fait, la péréquation, c'est donc l'objectif du programme à la base, c'est de permettre à toutes les provinces d'offrir un panier de services minimal à leurs citoyens, et ça, peu importe leur capacité à taxer. Donc, la formule, c'est une formule qui est complexe, mais essentiellement, ça consiste à créer une genre de province synthétique. Ou si on disait, bon, ben, mettons qu'on met un amalgame de toutes les provinces ensemble, qu'est-ce que ça donnerait comme revenu d'impôts, revenu de taxes et tout ça, avec un niveau qui est uniforme. Puis ensuite, ce que le gouvernement fédéral fait, c'est qu'il fait des tests avec l'économie de chacune des provinces pour voir, bon, ben, s'il y avait ces taux-là, est-ce que la province aurait plus que la moyenne, moins que la moyenne, puis si elle a moins que la moyenne, ben, il y a une partie de l'enveloppe de péréquation qui va leur être envoyée. Donc, cette enveloppe-là, pour 2025-2026, on parle de 26,2 milliards de dollars. C'est pas petit. Là-dedans, il y en a autour de 13 milliards et demi qui s'en va au Québec, donc quand même une partie très importante. Et il faut comprendre, c'est quand même quelque chose dont on parle beaucoup présentement dans les provinces de l'Ouest. Pourquoi dans les provinces de l'Ouest? Parce que historiquement, ce sont celles qui ne reçoivent pas de péréquation. Donc, qui, lorsqu'elles payent leurs impôts fédéraux, ben, elles reçoivent moins, tandis que les autres provinces vont recevoir plus parce qu'elles ont ces paiements de péréquation. Il y a beaucoup de grogne par rapport à ça. L'argument qu'on entend souvent, c'est que ces provinces-là vont dire que ça prend des ressources à leur économie pour l'envoyer dans d'autres provinces, alors que leur économie vont déjà mal, qu'elles ont certains enjeux. C'est un argument qu'on entend beaucoup. C'est un argument qui est légitime. Je veux dire,
les gens n'ont pas nécessairement envie de devoir payer plus en impôts pour pouvoir aider les provinces à quelques milliers de kilomètres. L'argument, par contre, qu'on entend moins souvent, c'est aussi le fait que la péréquation, c'est mauvais pour les provinces qui reçoivent la péréquation. Parce que ça vient changer un peu les incitations. Par exemple, quand un gouvernement est en place et qu'il reçoit la péréquation, s'il prend une bonne décision d'un point de vue politique public, donc une décision qui permettrait d'accroître la richesse de ses citoyens, il va pas avoir la totalité du bénéfice. En fait, il y a une partie du bénéfice qu'il va avoir avec l'augmentation des revenus d'impôt qu'il va avoir grâce à l'augmentation des revenus de ses citoyens. Mais il y a une partie qu'il va perdre parce qu'il va perdre une part de l'enveloppe de péréquation qu'il recevait. En revanche, ça fait aussi que les mauvaises décisions de politique publique, les politiciens ou les gouvernements ne payent pas les coûts complets pour ces mauvaises décisions de politique publique-là. Donc, quand on voit, par exemple, le gouvernement Legault qui décide de bannir l'exploitation et l'exploration de nos ressources énergétiques comme le gaz naturel ou le pétrole au Québec, le gouvernement paye une partie du coût, dans le sens où il n'y aura pas les revenus de ressources qui vont venir de là, mais il y a une partie du coût qui est compensée par le fait que l'enveloppe de péréquation va rester plus grosse. C'est vraiment un enjeu qui, c'est sûr que pour le gouvernement, à court terme, la péréquation a un impact important dans les calculs. Malheureusement, c'est une vision vraiment de court terme, pas une vision de long terme, parce qu'on va s'entendre que enrichir les Québécois serait une façon bien plus soutenable de payer nos programmes sociaux, de payer nos dépenses gouvernementales, que de simplement dépendre des largesses, essentiellement, du gouvernement fédéral et des provinces de l'Ouest. Est-ce que ça pourrait s'expliquer? M. Legault a quand même mené sa campagne de 2018 justement en militant pour avoir une péréquation à 0. Et donc, ce que M. Legault avait aussi fait, c'était justement, il avait écrit un livre, comment exploiter nos ressources naturelles, comment faire en sorte que le Québec devienne une province riche. Et tout bonnement, il a fait un virage à 180 degrés. Et tout bonnement, il a banni l'extraction. Est-ce que ça pourrait être un peu dû à la péréquation, dû au montant d'argent qu'il reçoit? Je pense que c'est un des facteurs. Puis il faut remarquer que là-dessus, puis vous avez tout à fait raison de noter là-dessus, François Legault a un peu renié sa promesse. Je pense qu'on peut le dire. C'était un gouvernement qui, au début, poussait pour le projet GNL Québec. Finalement, c'est le gouvernement qui s'en va enterrer les ambitions de richesse énergétique au Québec. Il y a quand même une promesse brisée à ce niveau-là, mais c'est pas le premier ministre qui brise cette promesse-là. Je veux dire, quand Philippe Couillard voulait se faire élire, à l'époque, je veux dire, on parlait encore du pétrole sur Anticosti. Autant les libéraux que le PQ à l'époque étaient en faveur. Pauline Marois, je veux dire, on se rappellera à l'époque, il y avait les discussions sur les forages Anticosti aussi, qui étaient relativement en faveur. Une fois que les premiers ministres sont rendus au gouvernement, malheureusement, la péréquation devient un facteur important. Faut quand même reconnaître dans les finances publiques du Québec, je veux dire, on a des dépenses d'à peu près 160 milliards cette année, 13,6 milliards comme ce qu'on s'enligne pour recevoir cette année. C'est quand même un paquet d'argent assez important et qui est assez difficile à remplacer d'un coup. Malheureusement, par contre, c'est pour garder ce 13,6 milliards-là, les décisions qu'on prend, ou du moins plusieurs des décisions qu'on prend qui font en sorte qu'on continue de recevoir ces 13,6 milliards-là, font qu'on est juste collectivement plus pauvres. Si vous avez le choix entre enrichir les Québécois, faire en sorte qu'ils puissent, qu'ils puissent commencer qu'ils puissent réussir à se payer des maisons, déjà avec l'augmentation qu'on a vue, qu'ils puissent continuer à se payer les luxes qu'ils veulent, qu'ils puissent continuer à se payer des vacances, c'est quelque chose qui est bien plus positif que la simple idée de garder essentiellement un chèque de BS qu'on reçoit des autres provinces. Donc, qu'est-ce que ça serait la solution au niveau d'une péréquation qui pourrait être légitime et soutenable pour toutes les provinces, où que tout le monde a un peu de tout, et que ça encourage qu'il y ait des incitatifs aux provinces justement à développer et à faire en sorte qu'ils deviennent de plus en plus riches, au lieu de justement résorber et faire en sorte qu'ils restent pauvres? C'est sûr qu'il y a plusieurs réformes qui seraient nécessaires au programme de péréquation. Puis encore une fois, on parle d'un programme qui est très, très, très complexe. J'ai essayé de simplifier le calcul. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais je pense que à la base, il faut revenir à ce qui est un programme social. Parce que c'est l'équivalent d'un programme social, mais pour les provinces, c'est supposé être un filet. C'est pas supposé, donc c'est supposé être quelque chose qui est là pour soutenir les provinces lorsqu'elles passent à travers une mauvaise passe.
C'est supposé être un filet, c'est pas supposé être une béquille qu'on garde pendant très 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 longtemps. Fait qu'il faudrait voir est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour soit limiter la péréquation dans le temps ou peut-être limiter la taille des paiements par rapport à ce que c'est présentement. C'est sûr que quand on a justement une enveloppe aussi grosse que 13,6 milliards qu'on reçoit, ça a un impact beaucoup plus gros que si c'était une enveloppe plus petite ou une part plus petite du budget. Ou encore peut-être la réarrimer par rapport à ce que sont les services qu'on s'attend à ce qu'ils soient fournis, ces services de base-là. Comme présentement, c'est en fonction d'une province canadienne moyenne et d'un niveau de taxation moyen. Ben, ça revient à être un problème de redistribution plutôt qu'un filet pour maintenir les gouvernements provinciaux. Fait que je pense qu'il y a plusieurs avenues différentes qui peuvent être explorées. Mais c'est clair que c'est un programme qui a besoin de réforme, qui a besoin de changer, parce que malheureusement, dans sa forme actuelle, ben, en fait, c'est quelque chose qui est néfaste pour les provinces qui n'en reçoivent pas. C'est quelque chose aussi qui est néfaste pour les habitants des provinces qui en reçoivent. C'est vraiment quelque chose où uniquement certains gouvernements dans les provinces qui en reçoivent y tirent leur compte. Justement, parlons, il y a présentement une poursuite de la part du Labrador et du Newfoundland. Je voudrais peut-être vous entendre sur ce challenge-là au niveau légal qui est en fait supporté par les 3 provinces de l'Ouest. Pensez-vous vraiment que ça va résulter en quelque chose de positif? Ben, je vous dirais là-dessus, je suis pas avocat, je suis pas constitutionnaliste. Il y a des gens qui seraient vraiment mieux placés que moi pour dire ça, pour vous parler de ça. Par contre, c'est clair que c'est quelque chose, encore une fois, c'est un enjeu qui accroche depuis très, très, très longtemps dans les provinces de l'Ouest, à Terre-Neuve aussi. Je veux dire, on l'oublie, mais Terre-Neuve est quand même une des provinces productrices d'énergie au pays. Et bien que Terre-Neuve va recevoir un peu de péréquation cette année, historiquement, c'est une province qui a payé, ou du moins, dans les dernières années, c'est une province qui a payé beaucoup à la péréquation ou qui n'en a pas reçu. Je pense que est-ce que cette poursuite-là a une chance d'aboutir ou non? Il y a vraiment des avocats qui seraient mieux placés que moi pour le dire, mais elle témoigne d'une grogne qui est très réelle, qui se fait sentir, oui, au niveau des politiciens dans ces provinces-là, dans les provinces qui ne reçoivent pas de péréquation, mais aussi qui se fait sentir chez la population. Quand vous parlez aux gens en Alberta, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve, la péréquation est un sujet dont ils parlent beaucoup plus que dans les provinces comme le Québec, le Nouveau-Brunswick qui en reçoivent. Et c'est un sujet qui accroche dans les relations entre les provinces depuis des années et des années. Donc c'est clair qu'il y a une réforme qui est nécessaire, quel que soit le résultat de cette action en cours, là. Est-ce que vous pensez que justement, avec un changement de chef, de premier ministre, pourrait faire en sorte qu'on voit une réforme de la péréquation? C'est possible parce qu'ultimement, donc la péréquation est quand même renégociée à toutes les quelques années. La formule est changée à toutes les quelques années. Puis c'est pas un changement drastique, là, on repart pas à zéro à chaque fois, mais il y a quelques amendements qui sont faits. Il y a eu des amendements qui ont été faits sous le gouvernement Trudeau. Avant ça, il y avait eu des amendements sous le gouvernement Harper. Donc s'il y a un changement de gouvernement, que ce soit un maintien du PLC, ou que ce soit le PCC, ou que ce soit le NPD qui l'emporte pour une raison quelconque, c'est sûr qu'il risque d'y avoir des ajustements. Est-ce qu'on risque de voir une diminution drastique? C'est pas ce que l'histoire indique. Jusqu'à date, ça a plutôt été des petites modulations, mais on va voir qu'est-ce qu'un prochain gouvernement choisit de faire avec ça. C'est quelque chose qu'on remarque beaucoup au Québec lorsqu'on parle de la péréquation. Très peu de gens sont un peu au courant qu'on reçoit quand même une bonne part du gâteau et le pourquoi aussi qu'il y a une grogne envers le Québec, alors que dans les pays de l'Ouest, ils sont très au courant de la péréquation, ils sont très au courant où est-ce que l'argent s'en va. Est-ce que vous trouvez que les Québécois sont peut-être un peu mal informés ou sous-éduqués par rapport à, justement, la proportion d'argent reçu par le gouvernement fédéral, puisque c'est le fédéral qui verse la péréquation? Mais je pense qu'effectivement, il y a un problème d'information. C'est aussi le fait que, encore une fois, c'est un problème qui est très, très, très complexe puis qui est souvent mal compris.
et ce, un peu partout au pays, à cause de cette formule qui est si complexe. Je veux dire, l'objectif de s'assurer que toutes les provinces puissent payer un certain panier de services, c'est quelque chose qui peut sembler louable. Malheureusement, c'est qu'on n'est plus vraiment dans cette situation où ça permet de faire un filet pour que les provinces puissent tous se payer un même panier de services. Ça devient plutôt une béquille pour permettre à certaines provinces de se payer un plus gros panier de services encore, malheureusement aux dépens de leurs objectifs de croissance. Je pense que, donc oui, il y a clairement un problème d'information. C'est sûr, en même temps, on se questionne un peu moins sur l'argent que l'on reçoit que sur l'argent qu'on envoie. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on voit aussi avec les relations entre le Québec et les provinces de l'Ouest. Au moins, cette différence entre la population québécoise et la population des provinces de l'Ouest sur cet enjeu-là. Ben, nous, on reçoit 13,6 milliards cette année. On se pose un peu moins la question de où ça vient. On se demande plutôt qu'est-ce qu'on va faire pour le dépenser ou qu'est-ce qu'on va faire pour le placer à certains endroits. Eux autres, par contre, voient la facture à la fin de l'année. Puis c'est sûr que c'est une facture qui fait mal. Puis faut être clair là-dessus. C'est pas... la façon que la péréquation est versée, ça provient des revenus du gouvernement fédéral. Fait qu'il y a une certaine vérité dans un argument qu'on entend souvent au Québec, disant que oui, les Québécois contribuent à la péréquation, parce que ça vient des fonds généraux du gouvernement. Par contre, il faut quand même reconnaître que, puis j'ai regardé les données de Statistique Canada il y a pas très longtemps, au Québec, le gouvernement fédéral, l'an dernier, a dépensé 14 milliards de plus que ce qu'il a reçu en impôts. En revanche, en Alberta, il a dépensé autour de 15 milliards de moins que ce qu'il a reçu en impôts. Donc, il y a vraiment cette question de transfert de richesse qui se fait des provinces plus riches vers les provinces qui, malheureusement, sont plus pauvres, qui n'ont pas le même niveau de revenu. Et à un moment donné, je pense qu'en tant que Québécois, il faut le reconnaître. Puis en tant que Québécois aussi, je veux dire, il y a peut-être une certaine fierté qu'on pourrait retrouver ou qu'on pourrait aider en essayant d'atteindre cet objectif de péréquation zéro qui, pour le rappeler encore, a déjà été l'objectif de François Legault et qui a malheureusement été mis de côté depuis. Donc, effectivement, en 2018, quand François Legault s'était fait élire, une des choses dont il parlait, c'était donc d'accroître la richesse des Québécois, notamment en exploitant les ressources naturelles de la province. On peut se rappeler que le projet GNL Québec, donc qui est un projet de transport de gaz naturel par gazoduc vers le Saguenay pour les déboucher ensuite dans des marchés européens, était supporté à l'époque par le gouvernement Legault. Faut voir aussi que les Québécois sont en faveur du développement des ressources énergétiques de la province. Donc, il y a à peu près la moitié des Québécois qui soutiennent le développement du pétrole québécois en sol québécois, alors que seuls 30% des Québécois considèrent qu'ils devraient continuer à importer l'ensemble des ressources énergétiques qui sont consommées dans la province. Donc, vraiment, la population est en faveur de ce développement-là. François Legault, à l'époque, était en faveur de ce développement-là, le voyait comme un moyen de créer de la richesse et de réduire sa dépendance à la péréquation et aux transferts fédéraux. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que depuis qu'il est au pouvoir, le chèque de 13,6 milliards qu'on va recevoir l'an prochain, c'est quand même un gros paquet d'argent et ça semble avoir un petit peu plus ça semble être un moyen de faire beaucoup plus de pression sur le gouvernement Legault que malheureusement la volonté populaire d'exploiter les ressources québécoises. Moi, je pense que pour le bien de la planète, il faut être ouvert à cette possibilité-là, entre autres qu'il y ait du gaz naturel liquéfié qui soit une énergie de transition qui remplace en Europe et en Asie des centrales au charbon, des centrales aussi nucléaires. Est-ce que ça serait aussi en partie parce qu'ils savent que certaines critiques disent que ce serait très difficile de pouvoir grossir la production sous seulement un mandat? En fait, le problème avec cet argument-là, c'est que si c'est ça, il n'y a absolument rien qu'on va pouvoir faire à aucun moment dans l'histoire du Québec. Je veux dire, quand on regarde, on parle beaucoup d'Hydro-Québec comme de fierté du développement des barrages. C'est pas quelque chose qui s'est fait sous un mandat, c'est quelque chose qui s'est fait sous une série de mandats, mais où il y avait au moins une certaine vision. Et cette vision-là était, oui, d'une société d'État, mais aussi d'un développement de l'économie du Québec qui pourrait se faire grâce à ces ressources énergétiques-là. Puis il y a aussi très longtemps eu cette vision-là par rapport aux ressources
énergétiques comme le pétrole et le gaz. On l'oublie, mais pendant un bon bout de temps, on avait la Société québécoise d'initiative pétrolière qui existait et dont le rôle était de faire de l'exploration pour trouver du pétrole et essentiellement pouvoir exploiter ces ressources énergétiques-là au Québec. On a ensuite découvert qu'il y avait un potentiel pétrolier puis un potentiel gazier. Malheureusement, c'est les politiques gouvernementales qui ont été mises de l'avant qui font en sorte qu'aujourd'hui, on n'en exploite pas, alors qu'on pourrait probablement en exploiter et on pourrait aussi s'enrichir de la même façon que l'Alberta s'est enrichi, que la Saskatchewan s'est enrichi et que Terre-Neuve s'est enrichi. Et être autant vert qu'auparavant en ayant des procédés qui sont humainement et écologiquement meilleurs que dans d'autres pays. Absolument. Puis il faut reconnaître, je veux dire, si l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers le monde, ben malheureusement, c'est pas en se fermant puis en regardant uniquement à travers les frontières du Québec qu'on peut atteindre les meilleurs objectifs. Il y a un rapport de la Banque nationale qui était sorti là-dessus qui disait essentiellement que si on pouvait remplacer l'ensemble de la consommation de charbon en Inde par du gaz naturel canadien, la quantité d'émissions qu'on pourrait éviter serait équivalente à 3 fois celle du Canada en une année. Donc, on est peut-être un peu mieux de produire un peu plus d'énergie canadienne, mais pour aider, que ce soit les pays d'Europe ou que ce soit les pays asiatiques, à réduire leur dépendance au charbon ou à réduire leur dépendance à certains acteurs géopolitiques qui sont un peu moins de confiance. Je veux dire, on peut penser à l'Iran, on peut penser au Venezuela ou à la Russie, qui exportent encore des ressources énergétiques importantes. Ben, si on veut aider l'Ukraine, si on veut aider nos alliés, un des meilleurs moyens qu'on a, c'est peut-être de réduire justement la quantité de gaz russe qui peut être importée, la quantité de gaz iranien qui peut être exporté, ou la quantité de pétrole vénézuélien qui peut être exporté. On est toujours mieux d'essayer d'aider nos alliés. Puis je veux dire, on a une situation où on peut aider nos alliés puis faire de l'argent en même temps. C'est vraiment c'est une situation qui est gagnant-gagnant plutôt que d'aider des pays qui sont relativement adverses par rapport à nous. Qui sont hostiles exactement par rapport à nous, en les laissant vendre autant à l'étranger. Justin Trudeau a annoncé qu'il démissionnait, mais pas comme premier ministre, comme chef du Parti libéral du Canada. Plusieurs d'entre vous veulent des élections maintenant. Et nous avons une pétition à calltheelection.ca. Et sur ce site web, vous pouvez signer, partager. Vous pouvez également soutenir notre journalisme. Et je vous invite à aller la signer parce que nous ne pouvons nous permettre d'attendre que notre pays complètement se ruine. Allez sur calltheelection.ca et faites en sorte qu'on entende votre voix